Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or not. Aujourd'hui, je te présente l'extension du jeu Dice Throne, le jeu de combat 1 contre 1, le duel, ça peut se jouer à 2 contre 2, à 3 contre 3, à 6, à 5, à 4, comme tu veux. Mais bref, le jeu de combat, Yadzi Style, où on va lancer des dés, tenter d'éliminer l'adversaire qui est en face de toi. Roxley Games a fait une extension qui s'appelle Dice Throne Adventures, qui transforme tout ça en Dungeon Crawl, Co-op, / boss fight. Est-ce que c'est intéressant? Je suis un grand fan de Dice Throne Adventures. Fait que je l'espère. Je vais te montrer comment on installe le jeu. Je vais ensuite t'expliquer comment on y joue et je vais te dire ce que j'en pense. Petite parenthèse avant de commencer. Comme c'est une extension, je vais assumer que tu sais jouer à Dice Throne. Ce n'est pas un jeu qui est très compliqué. Nous avons déjà fait une vidéo qui couvre Dice Throne, même plus qu'un, je pense, qui couvre Dice Throne sur la chaîne du professeur Board Game. Tu peux aller regarder ces vidéos pour l'apprendre. Cette vidéo, dis-je, pour apprendre comment y jouer. Mais grosso modo, c'est un jeu de type Yadzi. Je lance des dés, j'ai un grand plateau qui représente mon personnage, je lance 5 dés, j'essaie d'obtenir un résultat parmi tous les pouvoirs de mon personnage, j'ai droit à 2 relances. À la fin de ça, je vais déclencher mes pouvoirs puis je vais attaquer l'adversaire qui est en face de moi. Il y a des cartes qui peuvent améliorer mes affaires, je peux jouer des cartes qui me font gagner des points de combat, qui font des habiletés spéciales, qui font des attaques spéciales, des pouvoirs spéciaux, etc. Donc, je vais assumer que tu sais comment jouer, fait que je ne couvrirai pas du tout les règles de base de Dice Throne, je vais juste te montrer ce qui est différent. Donc, cela étant dit, commençons. Maintenant, comment ça se joue Dice Throne Adventures, la version co-op du jeu? Dans le fond, pour jouer à ce jeu-là, on va avoir à se démarrer une petite campagne. Pour se démarrer une campagne, on a une espèce de feuille comme ça qui vient dans la boîte, qu'on peut se photocopier pour garder. Fait que on va garder toute notre trace de campagne ici. On se trouve un nom d'équipe, on a un niveau de difficulté qu'on peut choisir, les noms de joueurs, les personnages qu'on a choisis. Puis on va aller écrire ici, dans le fond, là, j'ai la partie 1, on va commencer avec 2 solves. Puis on va aller écrire des stats selon le résultat de notre partie. Ça va nous donner un score à la fin. On va transférer notre nombre de salts qui reste à la fin de la partie. Ça va être le nombre de salts qu'on va commencer au début de la prochaine partie. Ensuite, on va commencer le scénario 2 si on a réussi. Sinon, on refait le scénario 1 si on le rate. Puis on continue comme ça. Ça va nous faire un score à la fin de la partie. Fait que ça, on peut garder ça comme trace. Les scénarios, dans le fond, on a un deck de cartes comme ça qui va nous aider à placer nos différents scénarios. Fait que les scénarios impairs, les scénarios 1, 3, 5, 7, c'est des Dungeon Crawl. Fait qu'on va aller piger une carte dans le deck de cartes de scénario 1. Tandis que quand je vais être rendu au scénario 2, c'est un boss fight. On voit qu'il y a juste une carte de scénario 2. Fait qu'on va aller battre un boss quand on va être rendu là. Je vais expliquer dans un autre segment comment marchent les boss fights. Commençons par les Dungeon Crawl. Quand j'ai à placer un Dungeon Crawl, qu'est-ce que je fais? Je pige une carte au hasard. Et cette carte-là va m'indiquer comment je place mon scénario. Fait qu'est-ce qu'on a là-dessus comme information? Premièrement, j'ai un paquet de tuiles à aller placer. J'ai grosso modo 3 types de tuiles. J'ai ma tuile de départ qui est la tuile rouge, ma tuile d'objectif qui est la tuile orange, et j'ai mes tuiles des scénarios qui sont les 1, les 2 en bleu, les 3 en mauve, puis il y a des 4 aussi éventuellement. Ça, on va tout simplement aller dans une espèce de boîte de rangement qui est comme ça, qui vient à l'intérieur du jeu, où on va avoir toutes les tuiles qui sont justement ici. Fait que les tuiles 1, les tuiles 2, les tuiles 3, puis éventuellement les tuiles 4, comme ça ici. On prend les tuiles appropriées, on les pige au hasard, et on les place comme ils sont, comme c'est demandé sur la carte. On va avoir également des petits jetons à les placer partout. J'ai des salt tokens, des petits jetons ronds, des jetons de trésor, les jetons d'objectifs qui sont les différentes phases de dés. Fait qu'on va tout simplement prendre tout ça dans un rack qui est fait pour ça. Fait qu'on va avoir les salt tokens, les trésors sont ici, les 1 d'un côté, les 2 de l'autre bord, les 3, les 4. Puis on a un paquet d'autres jetons qu'on peut gagner ou perdre en cours de jeu, fait qu'on va aller les placer comme c'est demandé. On a 2 tuiles qui sont particulières, qui est ma tuile de départ, qui est toujours la même, celle-ci, et qui est ma tuile d'arrivée, en quelque sorte, mon objectif qui est là. Fait que les personnages vont choisir, là on a des standees, puis il y a une version qui venait avec des minis. Moi j'ai la version avec des minis, j'aurais mieux vous montrer les standees, mais je les ai plus. Fait qu'on va placer nos personnages sur cet endroit-là pour commencer. Le placement individuel, là, comme je l'ai dit, j'assume que vous savez jouer à Dice Throne, se fait normalement. Fait que je vais avoir 2 CP en commençant, je vais brasser mon deck de cartes
Je vais piger 4 cartes qui vont commencer dans ma main en début de partie. Mes points de vie, c'est la seule chose qui va changer. Ça va dépendre du nombre de joueurs qu'on a. Si on joue en solo, je vais avoir 35 points de vie, à 2 joueurs 18, à 3 13, puis à 4 joueurs 10 points de vie. Dans mon cas, par exemple, j'installe une partie solo, fait que je vais avoir 35 points de vie, comme ça ici, que je vais commencer. Je vais placer ça quelque part dans une zone de jeu. On va commencer le premier scénario de la campagne avec 2 salve tokens, qui sont les façons de me guérir. Et on va, quand je vais finir un scénario, je vais transférer le nombre de salve tokens que j'ai au début du prochain scénario. Fait que si j'en trouve un puis j'en utilise pas, ben, je vais en avoir 3 au début du prochain scénario. Je vais également avoir de l'or dans ce jeu-là, qu'on va pister avec cette petite roulette-là. Encore une fois, on va commencer selon le nombre de joueurs qu'on a. Fait que je suis solo, je commence avec 15 pièces d'or. Fait que ça, je vais garder ça comme ça ici à 15. Et moi, ma mise en place, elle est pas mal faite. Il y a du petit matériel qu'on va aller chercher. On va aller chercher des roulettes comme ça ici. On a 4 dans le jeu pour pister les points de vie des différents monstres qu'on va rencontrer. Comme ça ici, quand je joue en solo, je n'ai vraiment besoin juste d'un. Parce que j'aurai pas plus qu'un monstre à la fois. Puis je peux prendre l'autre puis le virer de côté pour aller chercher des combat points. Il y a certains monstres que ça peut être pertinent de savoir il y en a combien. Les monstres vont également avoir leur propre set de dés. Il y a 4 sets de 5 dés qui viennent comme ça. Ils sont tous pareils les dés, fait qu'on en prend 5, on les place. Les joueurs vont avoir besoin d'un des 20 par joueur qui est le dé de loot. On va avoir d'ailleurs une petite table de loot qui vient comme ça ici, qui me dit quand je trouve un trésor level 2, je vais lancer un dé là-dessus, puis ça va me montrer qu'est-ce que j'ai. Et finalement, on va avoir une espèce de petite piste comme ça, un petit tableau du marchand qu'on peut aller voir à la fin des parties. Fait que ça, c'est pour ma mise en place. Maintenant, comment on gagne ou on perd à Dice Throne Adventures? Ben, comme c'est un jeu coop, s'il y a un joueur qui est éliminé, la partie est perdue. On ne peut pas perdre un joueur. Et la façon de gagner, dans le fond, c'est de trouver tous les morceaux du dé comme ça. Fait qu'au fur et à mesure que je ramasse ces jetons-là, je vais aller les placer sur mon dé comme ça, ici, qui est sur ma tuile d'objectif. Fait qu'on se rappelle que cette tuile-là, dans mon scénario actuel, elle est comme ça. Une fois que j'ai placé tous les morceaux dessus, fait que je me suis promené, je les ai tous trouvés, puis je les ai placés dessus, ça va débloquer cette tuile-là. Quand je vais m'y rendre, ça va la retourner. Je vais combattre un dernier boss pour un dernier ennemi à ce niveau-là. Puis si je le bats, ben, je gagne le scénario. Tout simplement. Donc, comment fonctionne un tour de jeu à Dice Throne Adventures, maintenant qu'on sait comment gagner, comment perdre? Ben, c'est très simple, en fait, si on sait déjà jouer à Dice Throne. Mon tour de jeu, il est en 7 phases. Les 3 premières phases, c'est mon déplacement, mon exploration. Puis s'il y a un combat qui se déclenche, on embarque dans les phases 4 à 7. Les phases 4 à 7, on va les répéter jusqu'à temps que le combat se termine. Puis ensuite, on va revenir aux phases 1 à 3, qui vont nous mener à une autre série de phases 4 à 7, ainsi de suite. Quelles sont ces phases? Bien, premièrement, on peut, au début de chacun de notre tour de jeu, avant de bouger, dépenser des Soul Tokens. Quand on dépense des Soul Tokens, c'est notre façon principale de se guérir. De combien de points de vie se guérit-on? Ben, c'est sur notre petite carte de mission qu'on a pigée au début, ça va être indiqué dans le coin en bas à gauche. Dans ce cas-ci, il me dit 3 points de vie, plus 1 point de vie pour chaque Dice Shard que j'ai trouvé, des Portal Shards, qui sont ces jetons-là. Fait que si je les ai trouvés les 3, chaque Shard Token va me guérir de 6 points de vie. Si je n'ai pas trouvé, ils me vont guérir juste de 3. Fait que ça, au début de chaque tour de jeu, je peux en dépenser si je le veux. Ensuite, on a la phase de déplacement. Dans ce jeu-là, le déplacement est bien simple. Je peux aller aussi loin que je veux tant que je traverse pas une case qui n'est pas encore explorée. Fait qu'en début de partie, je vais pouvoir aller juste ici, mais si je suis plus tard, par exemple, dans la partie, puis je t'ai arrangé quelque chose comme ça, puis je suis rendu ici, ben, dans mon move phase, je vais pouvoir aller jusqu'ici ou je vais pouvoir me rendre jusqu'ici en un seul déplacement. Il n'y a pas d'autre façon de se déplacer. Ça, c'est pour le déplacement. Troisièmement, il y a la phase d'exploration. Quand je me déplace dans une zone qui n'est pas encore explorée, fait qu'en début de partie, je vais aller juste ici, je vais révéler la tuile et faire ce qui est écrit dessus. Par exemple, cette tuile-là, elle me dit, je vais enlever tous les status effects que j'ai sur moi, je peux payer, si je le veux, 2 CP pour aller prendre une carte qui est dans ma défense et la remettre dans ma main. Évidemment, le premier tour de jeu, c'est pas super écœurant, fait que je le ferai pas, mais je m'en vais quand même dessus. Certaines tuiles vont avoir un symbole ici à gauche. Par exemple, sur celle-ci, il y en a un. Ici, on voit j'ai 2 pièces d'or complètement à gauche. C'est une récompense qu'on gagne immédiatement si on s'y déplace. Fait que je prendrai mon petite affaire comme ça ici, je vais le montrer de 2.
S'il y a des jetons sur la tuile, on les gagne dès qu'on s'y déplace. Fait que si par exemple j'étais ici et je me déplace là, ben je vais gagner automatiquement ce jeton-là, que je vais aller placer sur mon dé comme ça. Évidemment, si j'étais là, ça veut dire que j'ai précédemment exploré ceci, ceci et ceci. Si je m'en vais sur un South Token, je le gagne. Si je m'en vais sur les jetons de loot comme ça, je vais gagner du loot. Comment fonctionne le loot? Ben on va aller chercher ce petit tableau-là. Fait que si je gagne un reward, comme par exemple si ce jeton-là c'est un reward de niveau 2, ben je m'en vais simplement lancer un des 20, puis je vais aller regarder la table 2. Fait que voyons ce que je gagnerais. Fait que je roule mon des 20, je roule un 14, c'est respectable. Qu'est-ce que ça me donne 14? Fait que je m'en vais sur la petite tuile ici, 14, je gagne 2 pièces d'or. Fait que j'irai me chercher 2 pièces d'or de plus. Des fois je vais aller chercher des jetons qui vont me donner des CP, des jetons qui vont me donner des dégâts. Fait que quand je gagne des jetons de dégâts, je les place sur ma fiche, puis je peux les dépenser pour faire un plus 2 de dégâts. Il y a ou plus 1, plus 4, plus 3 éventuellement. Il y a la même chose avec les jetons de CP que je peux gagner. Des fois, je peux piger des cartes, je peux me guérir, ou des fois, je peux gagner des cartes de loot. Je vais avoir des cartes vertes, bleues, mauves et orange, qui sont communes, rares, épiques et légendaires, je pense. Quand on gagne des cartes de couleurs comme ça, ben on a un petit, encore une fois, notre rack qui vient dans la boîte de jeu qui nous les sépare. Fait commune, rare, épique, légendaire. Si j'ai gagné une carte commune, par exemple, ben je vais tout simplement piger une carte que je vais aller placer derrière mon plateau de jeu. Qu'on suggère, comme je le montre ici, de placer les cartes communes ici, les cartes rares qu'on gagne ici, les cartes épiques et légendaires de l'autre côté de son plateau. On doit les garder face cachée pour l'instant, les cartes de loot qu'on gagne. C'est en fin de partie qu'on va savoir qu'est-ce qu'on a eu avec ça. L'autre chose qu'il y a sur les tuiles, c'est le petit symbole qui est juste ici. Ça m'indique que je trouve un monstre. Sur les tuiles vertes, je vais aller piger des monstres verts. Je reviens toujours à ma même boîte qui est juste ici. Fait que des monstres verts, des monstres bleus, des monstres mauves et des monstres oranges, les niveaux 1, 2, 3 et 4, qui correspondent aux tuiles sur lesquelles je les trouve. Fait que 1, 2, 3, puis éventuellement, il va y avoir des monstres 4. Quand on pige un monstre, par exemple, ici un monstre 1, ben, on va le révéler. C'est un Shadow Cat, il a 9 points de vie, fait que je vais aller prendre une petite piste de points de vie que je vais aller placer sur le 9. Il a 2 CP, fait que je vais aller prendre une petite pile comme ça de CP qu'il se place sur le 2. Lui, il est First Strike, fait que je peux même... J'ai même un petit jeton comme ça que il y a certains monstres qui vont gagner l'habileté First Strike, je vais aller le placer dessus, lui il est déjà imprimé. Et il y a ses statistiques dessus. Fait que je vais aller le placer ici et on va commencer une phase de combat. Les phases de combat, c'est des phases 4 à 7. Fait que premièrement, je peux redépenser des salve tokens. Fait qu'au début de chaque tour de combat, avant de commencer mon round en tant que tel, je peux dépenser un salve. Si l'ennemi a First Strike, lui, il va m'attaquer. Ce qui est le cas présentement, il m'attaquera en premier. Fait que voyons comment ça fonctionne quand un ennemi m'attaque. Ben, je vais prendre mes dés qui sont ici et je vais aller regarder ce que lui veut obtenir comme résultat. Lui, son objectif, il est indiqué ici. Fait que lui, il va avoir 5 blancs. Fait qu'on marche comme dans Dice Throne normalement. Je lance mes 5 dés, j'ai déjà 3 blancs. Lui, il en veut 5. Fait qu'il relance une deuxième fois. Il a le droit à une autre relance. Il a réussi à obtenir ses 5 dés. Quand son jet de dés est fini, puis là, même si, mettons, après son deuxième jet de dés, il était comme ça, ben on arrête quand même. Dice Throne normal, je lance mes 5 dés, j'ai droit à 2 relances. Dans son cas, il a roulé ça. Ben on va aller voir ici qu'est-ce que ça fait comme résultat final. Fait que s'il avait fini avec 3, avec 4 ou avec 5, dans son cas, lui, il a fini avec 5, il m'inflige 6 de dégâts. Et s'il fait 3 dés pareil, il me fait bleed. Il y a en effet 3-2, fait qu'il me fait un bleed en plus. J'ai le droit à mon jet de dés normal. Fait que moi, je vais tirer mes dés de défense comme d'habitude. J'ai le Gunslinger, donc une défense pourrie. Fait que je vais faire mon jet de dés normal. Puis une fois que j'ai fait ça, ben, je vais ajuster mes points de vie en conséquence. Après que lui il a fait sa phase de combat, ben moi, je vais faire ma phase de combat à moi. Fait qu'on prend vraiment sa petite carte de turn order normale de Dice Throne qui est ça ici. Fait que je fais mon upkeep, je fais mon income, je fais un main phase, mon offensive roll phase, je fais un deuxième main phase, puis je fais ma phase de défausse, puis ça va revenir à lui. S'il n'avait pas eu First Strike, ben c'est moi qui aurais commencé avec mon tour de jeu, puis ensuite, lui, il aurait réussi. Quand moi, je vais l'attaquer, comme dans un Dice Throne normal, ben lui, il va avoir sa phase de défense qui est juste ici. Dans son cas, il roule un 2, puis il peut me faire un petit quelque chose. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'il m'élimine ou que je l'élimine. Comme je suis en solo, s'il m'élimine, la partie est évidemment perdue. Si j'étais en coop, s'il m'éliminait, ben, je me coucherais sur le côté, mais un allié pourrait dépenser un Salve Token pour me ramener. Puis ça va être toujours encore une fois indiqué ici
en bas à gauche, quand il me ramène, ça me ramène à combien de points de vie. Je précise que tous les tokens que les ennemis peuvent me donner et ou gagner, il y a un petit rappel à l'arrière du livre de jeu, du livre de règles pour rappeler tous ces tokens-là comment fonctionnent. Il y en a qu'on connaissait déjà parce que certains personnages les avaient. Il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui sont adaptés. Mais dans le fond, on va continuer comme ça. Fait qu'une fois que je vais l'avoir éliminé, on voit lui il me donne un reward de niveau 1. Fait que je vais avoir à aller tirer mon D20 sur le niveau 1 pour savoir qu'est-ce que le reward me donne. Puis je vais continuer comme ça. Fait que je vais aller essayer d'aller explorer toutes les tuiles jusqu'à temps que je ramasse ces 3 jetons-là. Quand je vais les avoir ramassés les 3, je vais pouvoir revenir sur ma case de base, puis je vais pouvoir le faire dans un seul déplacement parce que je vais avoir exploré toutes les tuiles. Révéler ça, fait je vais avoir un combat à faire. On voit lui d'ailleurs que c'est un doré. Je vais avoir 3 pièces d'or, je vais gagner des CP pour chaque héros, etc. etc. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps qu'on l'élimine ou qu'on soit éliminé. À la fin d'un scénario, on va avoir à aller enregistrer les informations qu'on a eues sur notre scénario. Fait qu'ici, si on l'a gagné, ben là, on va l'indiquer. Il me restait combien de sorts, il me restait combien de gold à la fin. Y a-t-il des boss loads que j'ai pas réclamés? Est-ce que j'ai exploré toutes les tuiles, etc. Ça va nous donner des points, puis on va se calculer. On va se faire un gros malus, évidemment, si on a perdu le scénario, puis on va se calculer une valeur pour notre scénario. On va continuer ensuite, puis ça va nous donner une valeur pour la campagne à la fin de la partie. On a également une phase de shopping entre chaque scénario. Et on va servir de cette petite tuile-là ici pour aller faire notre shopping. Premièrement, quand on arrive dans cette phase-là, on va arrondir le nombre de pièces d'or qu'on a eu dans le scénario aux 5 près. Fait que par exemple, si j'étais à 32, je vais le baisser à 30. Mais si j'étais à 34, ben, je le montrais à 35. Et chaque joueur va pouvoir dépenser cet argent-là. Fait que même si on était 3, les 3 joueurs auraient 35 sous à dépenser. On va aller distribuer. Ici, ils vont nous dire dans le shop combien de cartes, combien de nouvelles cartes vont être distribuées. Fait que si j'ai eu une défaite, si j'ai eu une victoire. Par exemple, si j'ai eu une victoire, ils vont me dire deal 3 cartes vertes et une bleue. Fait que dans ma petite boîte que je monte depuis tantôt, je vais aller dealer 3 cartes vertes, 1, 2, 3. Et je vais aller dealer une carte bleue, une comme ça. Ici, ces cartes-là, je vais pouvoir les regarder. Je vais les voir. On va les mettre ici, les vertes et les bleues. On les identifie d'abord, on les voit dans le bas de la carte. Celle-là, c'est mes vertes, celle-là, c'est ma bleue. Ensuite, là, je vais décider qu'est-ce que je fais avec mon argent. Si je veux acheter des cartes vertes, on le voit ici, ça me coûte 10 de mes 35 pièces d'or. Quand je l'achète, ben, je la prends et je la mets dans mon deck de façon permanente. Tout simplement. Mon deck est sleevé, fait qu'il faudrait que j'y rajoute des sleeves. Et ils en ont mis en masse des sleeves pour que je puisse aller rajouter des cartes supplémentaires dans mon deck. On a un maximum de 50 cartes à l'intérieur du deck tout au long de la campagne. On commence avec 35 si je ne me trompe pas. Si je vais acheter plutôt la carte bleue, elle va me coûter 15 pièces d'or. Mais j'ai également les cartes que j'ai trouvées pendant le scénario. Fait que ici, moi, j'ai trouvé une carte verte, une carte bleue, puis une carte mauve dans le scénario. Si j'avais trouvé des cartes oranges, des cartes légendaires, je les aurais placées ici. D'ailleurs, s'il y avait des cartes épiques ou légendaires à vendre dans le marché, ben on voit qu'elles coûteraient plus cher. Ces cartes-là, j'ai 2 options avec. Je peux les vendre. Fait que si, par exemple, je voulais acheter tout ça, ça me ferait 15, 25, 35, 45. J'ai pas assez d'argent pour acheter les 3. Fait que si je le veux, je pourrais vendre une carte sans la regarder. Je pourrais vendre ma carte verte 5$. La renvoyer dans la base. On voit ici le coût de vente. Fait que ça va me permettre, puis si je le fais 2 fois, ben ça me permettrait d'acheter toutes les cartes qui sont là. Autre option que j'ai, je peux les faire identifier cette carte-là. Fait qu'en payant 10, peu importe la couleur de la carte, par exemple, je pourrais payer 10 de mes 35 pièces d'or, révéler cette carte-là. C'est une Leather Armor. Celle-là, elle s'en va dans mon deck de façon permanente. Et là, dans ces cartes-là, il y a toutes sortes de choses. Si j'ai une carte qui est une amélioration, Better D 2. Tout le monde a une carte Better D dans son deck. Si j'achète la carte niveau 2, je vais aller enlever la carte niveau 1 dans mon deck, puis ça va être elle qui va la remplacer, je l'améliore. Même chose si Getting Paid 2, ça veut dire que tout le monde a le niveau 1 dans son deck. Fait qu'elle s'en va, elle va aller remplacer la carte dans mon deck. Je ne garderai pas les deux. Si je trouve des cartes comme celle-ci qui sont un équipement, ben quand je vais la piger pendant une partie, cette carte-là, je vais pouvoir payer son 3 de CP. Cette carte-là, je vais la mettre dans ma zone de jeu. Elle va rester là. Fait que là, puis là, des cartes comme ça, il y a un paquet d'effets. Ici, j'ai un codex. Fait qu'on voit que c'est une carte bleue. Les cartes bleues, je peux les jouer pendant ma main phase. Ça va faire un effet particulier. Fait que je ne passerai pas toutes les cartes. Je vais juste rappeler qu'il y a une nouvelle sorte de carte qui est les équipements, que quand je les joue, elles restent actives, généralement, les équipements. Les autres cartes, ben, ça va être des effets comme d'habitude. Les cartes rouges, c'est des instants
instantané. Les cartes oranges, c'est des cartes qui vont affecter les jets de dés. Les cartes bleues, c'est des cartes que je peux jouer dans mon main phase. Ainsi de suite. Puis là, les stacks de cartes, là, il y a ça de vert, ça de bleu, ça de mauve, ça de légendaire. Fait qu'il y en a quand même pas mal. Quand la shop phase est finie, ben là, on record toutes les informations, on enregistre toutes les informations, comme je l'ai dit, sur cette fiche-là, puis on passe au scénario suivant. Là, comme je viens de montrer un scénario de Dungeon Crawl, les scénarios 3, 5 et 7 vont fonctionner exactement comme je viens de le dire, mais on va se bâtir un deck de cartes de plus en plus fort, puis on va affronter des ennemis de plus en plus forts là-dedans aussi. Juste puis les scénarios pairs, ben là, ça va être les boss fights, fait que je vais vous montrer comment fonctionne un boss fight. Maintenant, les boss fights. Ben, les boss fights, on va aller piger leurs cartes spécifiques. Fait que les missions 2, 4, 6, 8, il y a juste une carte de mission, c'est toujours le boss fight. La carte va nous indiquer ses informations importantes. Là, ici, le premier boss du jeu, c'est le Fallen Barbarian, qui a un deck de cartes à lui, fait qu'on va aller chercher ce deck de cartes-là. Le Fallen Barbarian, il va commencer avec un certain nombre de points de vie selon le nombre de joueurs que j'ai. Je joue solo, fait qu'il va commencer à 70 points de vie. Il va commencer aussi avec un certain nombre d'upgrades, de CP d'upgrade. Comme je suis solo, il va commencer à 7, puis il va commencer avec 2 CP de base. Ça, comment ça fonctionne? Ben, je mets 70 points de vie, c'est 2 combat points. Et je vais aller chercher dans son deck de cartes, il y a certaines cartes que c'est toutes ses actions, fait que c'est les cartes bleues, orange et rouge. Ça, on va tout simplement les brasser puis les mettre proches de lui. Il va en avoir besoin, c'est très important dans la façon dont il joue. Fait que ça, on va garder ça, mais dans son autre deck de cartes, c'est tous ses upgrades. Ces upgrades vont avoir des numéros comme ça ici en bas à gauche. Fait qu'on va tout simplement brasser ce deck de cartes-là. Et on va les piger une à une jusqu'à temps qu'ils dépensent 7 points d'upgrade. Fait que je vais piger la première carte. La première carte coûte 1 point d'upgrade. Ça améliore son SmackDown au niveau 2. Fait que je vais aller le placer ici là. Il lui reste 6 points d'upgrade. Je continue. Il va aller prendre son Stone Skin niveau 3, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ça va coûter 3 de ses 6 points. Je vais aller le placer juste ici. Ensuite, on va continuer comme ça. Skull Bash, fait qu'il reste 3 points, ça y en coûte 2 des 3. Skull Bash, il est juste ici, il lui reste 1 point à dépenser. Skull Bash numéro 2, ben, il y a déjà le numéro 3, fait qu'on va continuer. Stone Skin, il l'a déjà également, fait que je vais continuer comme ça jusqu'à temps que je ne puisse pas le payer ou jusqu'à temps que je trouve un de niveau 1, fait que Barbaric Roar, il va aller juste ici. Ça lui donne également l'ordre de priorité dans les choses qu'il veut tenter d'activer dans ses affaires. Il va toujours essayer d'activer les chiffres les plus hauts possibles dans les chiffres qui sont en haut à gauche. Fait que son Barbaric Roar, il est à 16. Il va essayer de l'activer avant son 18 qui est juste ici. Son Barbaric Roar, précédemment, il était juste à 12. Mais là, maintenant, il est à 16 parce qu'il s'est amélioré. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il va gagner, il va avoir ses CP de base, il va commencer sa carte. On voit qu'il y a un plateau pareil comme les plateaux de joueurs. Mon plateau est ici. Puis moi, comme je l'ai dit tantôt, ma préparation à moi, j'en parlerai même pas. C'est exactement la même chose que dans une partie de Dice Throne Adventures individuelle. Le boss va également commencer avec un certain nombre de King's Hands tokens selon le nombre de joueurs. On voit que dans une partie en solo, il commence avec 2. Dans une partie à 4, il commence avec 4. Il peut en utiliser un maximum de 1 par tour. Soit dit en passant, lui, son Soul Token, il marche un petit peu différemment quand moi, je vais dépenser des Soul Tokens pour me guérir. Et il va réussir à utiliser ses King's Hands, c'est très important, quand il va rouler 4 à 6. Je vais revenir sur comment s'utilise le King's Hands Token. Fait que donc, une fois que ça c'est fait, on est placé, on est prêt à commencer le boss battle. Comment un tour de jeu fonctionne? Premièrement, comme dans un tour de jeu de Dungeon Crawl, la première chose qu'on peut faire, on peut dépenser nos Soul Tokens pour gagner nos points de vie. C'est écrit sur la carte de boss, comment on fait pour les gagner. Deuxièmement, on a le Hero Step. Je vais le passer très rapidement, c'est un tour tout à fait normal. Fait que donc, Upkeep, Income, je pige une carte, je gagne un CP, je peux jouer des cartes, modifier mon plateau, je fais mon Offensive Roll Phase, j'ai le droit à 3D, à 3 jets de dés, une fois puis 2 relances. J'ai un deuxième end phase, je défausse, puis je continue comme ça. Lui, il a son jet défensif qui est juste ici. Quand je vais l'attaquer, il fait un jet défensif, c'est écrit sur la carte qu'est-ce que lui fait pour sa défense. Quand j'arrive dans le boss step, comment il fonctionne? Ben lui, il va commencer avec un income phase, lui aussi. Fait que sur sa petite piste de combat point comme ça, il va en gagner un à tous les tours de jeu, contrairement aux minions qui, les autres, ne font pas ça. Ensuite, il va piger la première carte de son deck. Là, on se rappelle, on a enlevé toutes les cartes d'upgrade. Les cartes d'upgrade, on les remet pas. Fait qu'une fois que le combat est commencé, il ne s'upgrade plus. Cette carte-là va me donner plusieurs informations. Premièrement, est-ce qu'il peut la payer? Ici, il y a son coût. Ici, dans ce cas-ci, elle coûte 3. C'est une carte orange
Donc, il va pouvoir la jouer dans son Offensive Roll Phase. Vu qu'il peut la payer, il la garde. S'il ne pouvait pas la payer, si disons elle coûtait 4, il va la vendre, fait qu'il y a des fausses, puis il gagne un CP. Exactement comme nous, on peut faire. Si c'est une carte qui est bleue, ben, il va la jouer immédiatement. Si par exemple, il avait pigé celle-ci à la place, ben, on voit elle coûte un CP, fait qu'il la joue immédiatement. Il paye un CP, il la joue, et il gagne un nouveau King Hands Token, parce qu'il a joué sa carte spéciale, comme ça, ici. Ensuite, la carte, elle doit rester en jeu parce qu'elle va déterminer qu'est-ce qu'il essaie de faire. Par exemple, lui, ça me dit son objectif pour ce tour-ci, c'est une straight. Si j'avais gardé la carte précédente, son objectif ce tour-ci, c'est 5 dés blancs. Fait que s'il avait gardé la carte précédente, si ça avait été celle-là, ben, il aurait gagné un CP. Il aurait gardé sa carte en jeu parce qu'elle est orange, fait qu'il va pouvoir la jouer dans son roll phase. Et il commence. Il veut 5 dés blancs. Fait qu'il va relancer, il a droit à une première relance. S'il veut des dés blancs, il a droit à une deuxième relance. S'il veut des dés blancs, il obtient ses 5 dés blancs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fini de rouler, on va aller activer l'habileté qui a le chiffre le plus haut parmi les habiletés qu'il peut activer. Fait qu'on les passe une par une. 18, est-ce qu'il peut? Non, il n'y a pas ça. 16, est-ce qu'il peut? Non, il n'y a pas ça. Ensuite, je m'en vais 11, est-ce qu'il peut? Non, il n'y a pas de... Il y a 1, 2, 3, il n'y a pas une petite straight. Ensuite, je vais faire le 9, le 8, le 3, puis je vais descendre finalement le 2. C'est la seule, là, je regarde rapidement, ça semble être la seule qui peut activer. Il va aller activer l'habileté, fait que ça me dit, il m'inflige 10 de dégâts. Est-ce qu'il a 4 dés pareils? Non, il n'y a pas 4 dés pareils, fait qu'il ne m'inflige pas Concussion en plus. S'il m'avait infligé Concussion, ben le descriptif il est juste ici. J'aurais gagné le jeton. Les effets normaux. Mais là, je précise, c'est super important. Même s'il essaie de viser 5 dés blancs, c'est pas nécessairement ça qu'il va faire à la fin. Si je reprends un deuxième exemple, là, il en garde pas, il essaie de viser des blancs, là, il en garde pas. Bon, j'ai encore réussi à obtenir 5 dés blancs. Mais mettons qu'il aurait roulé ça. Ça me donne-tu quelque chose? Mettons qu'il aurait roulé ça à la fin. Il essayait d'obtenir 5 dés blancs. Ben, je vais quand même passer toutes ces habiletés, puis je vais activer la première que je vois avec le chiffre le plus gros. Fait que quand je descends, c'est plutôt cette habileté-là qui se serait activée. L'habileté qui est chiffrée numéro 9, parce qu'elle est plus haute que le numéro 2. De toute façon, il n'y a pas de dés pour avoir. Fait que la carte détermine qu'est-ce qu'il essaie de rouler. Mais après, avec le résultat final, on active le meilleur résultat possible parmi les résultats qu'il peut obtenir. Si à la fin, il n'a rien roulé du tout, il a roulé quelque chose qui ne lui donne absolument rien, il n'est pas capable de rien faire avec ça. Il va dépenser un de ses King's Hands tokens, il va lancer un seul dé, et sur un résultat de 4 à 6, ce qui n'est pas le cas, s'il avait réussi à rouler 4 à 6, il va recommencer un deuxième Offensive Roll Phase. Fait que les King's Hands tokens lui permettent de reprendre des tours qu'il aurait ratés. Autre utilisation des King's Hands Tokens, si moi je déclenche mon Ultimate contre lui, j'ai réussi à faire mon 5 cibles, vu que je suis le Gunslinger. Il peut dépenser un King's Hands Token. S'il le fait, s'il réussit à l'obtenir, ben moi je ne pourrai pas faire mon Ultimate contre lui. Il ne fonctionnera pas. Fait que les King's Hands servent à ça. Ils vont me permettre de défaire mes Ultimates ou ils vont lui permettre de refaire des Offensive Roll Phase. Puis sinon, ben, le tour on continue comme ça. Fait qu'on voit que lui, à la fin de son Offensive Roll Phase, le premier coup, il avait réussi à me faire 10 de dégâts. Comme son Offensive Roll Phase est fini, ben, il dépenserait le 3 CP qui est là pour jouer cette carte-là qui est un modificateur d'attaque. Fait qu'il ferait 2 dégâts de plus, puis là, en plus, son attaque deviendrait undefendable. Fait qu'il aurait commencé le premier tour avec un 12 undefendable. Très désagréable. Très agréable. Au tour suivant, là, après moi, je ferai mon Offensive Roll Phase. Au tour suivant, il regagne un CP. Il pige une nouvelle carte. On voit que là, ça coûte 0, fait qu'il la joue immédiatement. Ça lui permet de gagner 2 CP puis de piger une autre carte qu'il va pouvoir jouer. Cette carte-là, ça va devenir son objectif qu'il essaie d'atteindre pour le tour, ainsi de suite. Puis on continue comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs soient éliminés ou lui soit éliminé. Si je le bats, ben, on commence un autre... on commence avec un lot directement. Fait que lui, c'est des cartes directement. On voit qu'il n'y a pas le petit symbole de L. C'est des cartes directement qu'on gagne. On prend le win. Il n'y a pas de gold quand on affronte des boss. On pige directement des cartes. Puis on continue comme ça. Puis après, je vais faire un autre Dungeon Crawl partie 3. Je vais faire un autre boss à la partie 4. Le boss va avoir un plateau différent, un deck de cartes différent. Puis je vais continuer comme ça.
Je précise pour terminer que les boss fights, autant les boss fights que les dungeon crawl, on peut faire des parties juste comme ça sans nécessairement faire la campagne. C'est sûr que les boss sont de plus en plus difficiles, fait que si notre deck de cartes à nous n'est pas amélioré, ça se peut que ça soit plus difficile. Mais on a quand même une belle variété dans les combats contre les boss parce qu'ils ne seront jamais upgradés de la même façon. Leurs upgrades sont là au hasard, fait qu'on voit qu'ici j'en ai 4, ça aurait pu être d'autres upgrades qu'il y aurait eu. Puis ça n'aurait pas été du tout le même combat contre ce boss-là. Alors voilà, c'était les règles de Dice Throne Adventures, ce que ça changeait dans la campagne. C'est un jeu qui ne plaira pas à tous, je pense. Fait que je vais tout de suite y aller avec ce que j'en pense au niveau des composantes. Bon, les composantes de Dice Throne Adventures sont A+. Même si on n'a pas les composantes de luxe, là, toutes les patentes qui venaient dans le Kickstarter qu'on pouvait avoir, les composantes de base, les cartes restent de très bonne qualité. Ils en ont profité pour refaire la saison 1, fait que des personnages où le style visuel correspond aux personnages de la saison 2, ils les vendent maintenant, soit dit en passant, avec des boîtes qui se vendent un personnage contre un autre, fait qu'on peut acheter 2 personnages à la fois au lieu d'acheter une boîte que tous les personnages sont dedans. Il y a aussi racheté 2 personnages dans la saison 1 pour monter le total à 8 comme à la saison 2. Fait que les cartes de bonne qualité, le visuel de bonne qualité, les petits plateaux comme ça de Game Trays pour serrer tous les jetons qui viennent dans l'extension, c'est super intéressant, une espèce de gros plateau avec de grosses boîtes avec toutes les tuiles, les cartes sont dedans, ça permet de placer le jeu, c'est surtout ça que j'aime, là, au-delà de l'aspect visuel. Malgré le fait que c'est un jeu qui prend beaucoup de place, il se place en 5 minutes pour installer une partie. On donne une boîte à chaque joueur qui joue. On fait juste ouvrir le plateau avec les tuiles, on met ça là, on ouvre le plateau avec les jetons, on met ça là, on est prêt à commencer à jouer, on pige notre première carte de Dungeon Crawl et c'est parti, on installe les tuiles, ça prend 5 minutes à placer. Même si on n'a pas la version de luxe, je précise aussi, là, j'ai les belles miniatures pré-peintes, mais les standees sont de très bonne qualité aussi. Le visuel est très intéressant aussi. Si on a la version qui n'a pas les figurines, on a des standees quand même. Super, les petites roulettes pour les ennemis, les dés, etc. Ça fonctionne très bien. Fait que le matériel, c'est du Roxley Games, c'est donc de très bonne qualité. Au niveau du gameplay, le jeu se dit un dungeon crawler, ce n'est pas vraiment un dungeon crawler. On se promène sur une tuile, on révèle la tuile, on bat le monstre qui est dessus, on s'en va sur une tuile, on révèle la tuile, on bat le monstre qui est dessus, ainsi de suite. Si on joue en version co-op, moi je l'ai montré un peu en solo, mais co-op c'est la même chose, c'est juste que chaque allié va avoir affronté son ennemi, ou si on se déplace sur la tuile où on a un allié, on va tout simplement se battre contre le même ennemi que lui. À moins d'avoir des pouvoirs qui l'indiquent, on ne peut pas plus guérir les autres qu'on le peut dans une game de Dice Throne, on ne peut pas échanger ses cartes, des trucs comme ça. Fait qu'on aide ses alliés en éliminant les ennemis qui attaquent nos alliés, tout simplement. L'aspect coopération est là. Fait qu'au niveau du matériel, c'est super. Au niveau du mécanique, c'est pas vraiment un dungeon crawl. Il aurait pu faire un deck de cartes, on flippe la première carte, voici l'ennemi, on l'affronte, puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on affronte un certain nombre d'ennemis, ce qui permet d'accéder au boss. Malgré tout, dans le fond, c'est une série de petits combats les uns après les autres. Donc c'est intéressant, c'est agréable à jouer, mais c'est un petit peu moins captivant que ce que j'aurais aimé la partie Dungeon Crawl. Dans les affaires que j'aime de la partie Dungeon Crawl, il y a le fait qu'on va rajouter des cartes à notre deck. Au fur et à mesure qu'on gagne des parties, on trouve du loot, on rajoute des cartes. Intéressant. Une affaire que j'aime un peu moins exactement pour la même mécanique, c'est que c'est très très aléatoire quand est-ce qu'on gagne des cartes, parce que surtout en début de campagne, on va tirer un des 20, puis il faut rouler 18, 19 ou 20 pour piger une carte qu'on va peut-être racheter à la fin de la partie. Fait que ça, cet aspect-là, il est un petit peu maladroit, on n'en gagne pas suffisamment, ou on n'a pas assez de choix dans ce qu'on gagne. Deuxième chose, il n'y a pas tellement de mécanique pour enlever des cartes de son deck. Fait que c'est bien beau acheter 5, 10, 15 nouvelles belles cartes, mais là, on se ramasse avec un deck de 50 cartes au lieu d'avoir un deck de 35 cartes. Fait que nos bonnes cartes, on les pige pas. Parce que tu piges pas tellement plus de cartes dans une partie de Dice Throne Adventures que dans une partie normale. Fait que tu vas peut-être piger 15 cartes de ton deck dans une game, ce qui n'est pas énorme, à moins que tu aies un personnage qui, lui, peut piger plein de cartes. Fait qu'il est très avantageux là-dessus. Le plus gros défaut que je lui trouverais probablement au niveau mécanique, c'est que les personnages sont très débalancés pour la partie Dungeon Crawl. Le paladin, le séraphin, le samouraï, je pense, ils ont des avantages cruciaux dans le Dungeon Crawl, entre autres parce que certains personnages, comme le paladin et le séraphin, même le vampire d'une certaine façon, peuvent se guérir. Le Gunslinger, il est pourri dans le Dungeon Crawl, il se fait dévisser à gauche à droite parce qu'il n'y a pas de défense, il n'y a pas une très bonne défense. Les personnages qui ont une grosse défense ont un gros avantage.
Le nombre de points de vie aussi n'est pas super balancé. Pour les joueurs, tu joues solo, 35 points de vie, tu es capable d'affronter plusieurs petits bonhommes, même un boss ou deux, avant de commencer à avoir besoin d'utiliser des Souls Tokens. Si tu joues à deux, tu tombes à 18 points de vie par personnage. On l'a vu dans mon exemple, le premier coup que le boss me fait, c'était 12 Undefendables. Si j'avais 18, ma game est déjà pratiquement finie. Sur le boss, on a des points de vie qui fonctionnent un petit peu différemment, mais quand même, il y a des coups des fois que les ennemis peuvent nous faire qui sont cruels. Puis si on joue à 4, c'est 10 points de vie par bonhomme ou 12. C'est vraiment peu. Puis il n'y a pas de. Il n'y a pas de mécaniques qui font que les monstres, mettons, ils vont frapper un petit peu moins fort, si on joue à 4 parce qu'on a un petit peu moins de points de vie, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est pas idéal. Fait que dans le fond, la partie Dungeon Crawl, elle est correcte. Ça nous permet, son plus gros avantage pour les fans de solo de coop, ça permet de jouer à Dice Throne en faisant un setup qui est rapide, puis en jouant comme des séries de petites parties. Fait que ça permet de jouer coop solo. C'est surtout ça son gros avantage. Mais c'est pas. Malheureusement, c'est pas un coup de circuit comme j'aurais espéré que ça soit un coup de circuit Dice Throne Adventures. C'est bon, je ne regrette pas de l'avoir, mais ce n'est pas un coup de circuit. Là où je vais dévier un petit peu sur cette petite critique-là, c'est les scénarios 2, 4, 6 et 8 qui sont les boss fights. Ils sont excellents. Si tu veux jouer à Dice Throne de façon solo coop, le boss fight, c'est super bon. Puis je suis très très content de posséder le jeu, ne serait-ce que pour les boss fights, où là tu installes un plateau d'ennemis, fait que tu as plus l'impression de jouer une vraie game de Dice Throne. Et la façon dont l'ennemi fonctionne, c'est très rapide, c'est très simple, c'est très fluide, mais tu as l'impression de jouer contre un ennemi intelligent qui te fait des coups d'un jambe, puis qui joue bien, puis qui t'attaque fort, puis qui est pas facile à battre. Donc, les boss sont très difficiles, le dernier est assez rough. Fait que ça, j'ai vraiment aimé comment le boss fight fonctionne, la façon dont il va construire sa série d'upgrades en début de partie, qui n'est pas la même d'une façon ou d'une autre. Puis les boss fights se sortent bien. Tu veux jouer juste contre le Fallen Barbarian, tu veux montrer Dice Throne à quelqu'un, il veut jouer coop, tu sors le Fallen Barbarian, tu l'installes, puis j'ai une courbe de cartes upgrade, si qu'on joue à deux. On part la bataille et ça y est, on tape dessus à tour de rôle. C'est super intéressant, cet aspect-là, il est super bien fait. Fait que l'équilibre entre les deux parties du jeu, la partie Dungeon Crawl puis la partie Boss Fight, fait que c'est pour moi un bon jeu. C'est un jeu que je pourrais recommander malgré ses défauts. Juste le Dungeon Crawl, je ne le recommanderais pas. Et juste le boss fight, il serait dans mes jeux de l'année. Mais le Dungeon Crawl, il est un peu plus faible que le boss fight dans la façon dont ses mécaniques fonctionnent. Dans les autres reproches que je lui ferais, il y a la taille de la boîte. C'est une extension et c'est gigantesque. Là, je comprends qu'ils ont voulu mettre des beaux des beaux game trays dedans et tout ça pour que ça se transporte bien. Mais c'est gigantesque. Fait que pour une extension, ça prend beaucoup de place. Puis comme les inserts sont tellement pratiques à l'intérieur, c'est pas le genre de jeu que je veux jeter les inserts puis tout mettre dans des sacs pour que ça prenne moins de place. Malheureusement, heureusement / malheureusement, dépendant du point de vue. Puis aussi, c'est un petit peu malheureux, il n'y a pas de place pour traîner des personnages dans la boîte d'extension. Fait que si je vais aller chez toi, on se part une campagne, on joue à deux bonhommes. C'est quoi les deux bonhommes? C'est le ninja puis le paladin. Parfait. Ben moi, ça veut dire qu'il va falloir que j'amène ma boîte de saison 1 parce que tu me dis que tu veux le paladin. Fait que je vais amener cette grosse boîte-là, puis je vais amener la boîte de saison 2. Puis là, on va jouer avec ça. Fait que je vais amener comme 3 boîtes gigantesques pour pouvoir jouer à Dice Throne. Fait que je trouve ça dommage qu'il n'ait pas pensé avec une boîte de cette taille-là, de me faire une petite slot quelque part pour être capable d'installer 2-3 personnages dedans, les personnages à tout le monde qu'on utilise dans la campagne. Ben ça, c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose qui me fatigue. Fait que mon verdict final, ça serait quoi? Si tu tripes Dice Throne comme je tripais Dice Throne, tu vas probablement aimer ça parce qu'à tout le moins, ça va te permettre de le jouer co-op. Si tu n'aimais pas Dice Throne, tu vas détester ça. La partie Dungeon Crawl Boss Fight, ça viendra pas te sauver, ça transformera pas le jeu Dice Throne en un jeu que tu vas trouver intéressant. Si tu trouvais Dice Throne correct, ça te l'élèvera probablement pas à un meilleur jeu que ce que tu en pensais déjà. Fait que dans le fond, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux fans de Dice Throne qui veulent pouvoir le jouer de façon coopérative. Fait que la partie coopérative, elle n'est pas parfaite, mais elle est suffisamment satisfaisante pour que tu y trouves ton compte. Je ne sais pas encore combien va se vendre la version retail quand ça va commencer à arriver. Pour l'instant, c'est surtout ceux qui l'ont backé, qui l'ont reçu. Il y a certains commerces qui en ont reçu des boîtes à gauche, à droite. Tu peux aller vérifier ça. Puis là, il y en a qui ont des versions, des playmats, des sleeves, un paquet de cossins. Selon la boutique où tu regardes, il y en a plusieurs qui ont des choses.
Fait que ça, je vais te laisser aller regarder ça, qu'est-ce qui t'intéresse. Mais ça devrait te donner une bonne idée de qu'est-ce que tu vas aimer ou non dans ce jeu-là si tu penses t'y lancer. Si tu n'as pas de Dungeon Crawl puis tu t'en cherches un, il y a probablement des meilleurs titres que Dice Throne Adventure pour commencer. Surtout que le point d'entrée, si tu possèdes de rien, Dice Throne va être haut parce qu'il va falloir que tu t'achètes des personnages puis ensuite que tu t'achètes l'extension. Mais si tu possèdes déjà Dice Throne puis tu rêvais de pouvoir jouer co-op, ben ça devrait pouvoir normalement t'intéresser. Sur ce, je sais que c'était pas très clair comme avis, mais j'espère que ça t'a quand même aidé à te faire une idée sur ce qu'est Dice Throne Adventures. Moi, je vais te suggérer de venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je vais te dire ciao, à la prochaine et fais attention à toi.